Ali, bienvenue. Merci Simo. Super content de te recevoir. Merci pour l'invitation. On discutait avant de commencer le podcast. Je te disais que c'est un ami en commun qu'on a, Soufiane, qui a écrit un post qui n'est pas encore publié sur ta boîte sur Rolly et que je le lisais et que je trouvais ça super intéressant. On a plein de choses justement à apprendre. J'ai envie que tu m'expliques ce que fait Rolly. Je te disais cet article de The African Generalist, il faudrait aller regarder sur Substack, Soufiane, qui explique un petit peu ce que fait la boîte. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça, parler un peu de ton parcours, de Rolly, de qu'est-ce que fait cette boîte-là, de FinTech. Donc voilà, si ça te convient, c'est un petit peu le programme. Un grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Je vais me présenter. Donc Ali Hamriti, 35 ans. Je suis né et j'ai grandi à Casablanca. J'ai eu un parcours académique où j'ai étudié des maths avec une grosse composante en stats et je suis devenu data scientist ensuite après mes études. J'ai bossé dans le conseil en data pendant 2 ans à Paris et à Dubaï. Et ensuite, j'ai rejoint l'univers des startups et notamment des fintech où je m'y suis passionné. Et depuis maintenant un peu plus de 5 ans, j'ai cofondé une fintech qui s'appelle Rolly avec Pierrick Legrand, mon associé. Et avec plaisir pour rentrer dans le détail de l'aventure Rolly. Ouais, on se disait que Rolly résout un problème qui est assez courant, mais en même temps, la manière de le résoudre est assez compliquée. Donc, j'aimerais bien quand même qu'on rentre dans le détail pour comprendre ce que fait la boîte. Si tu devais expliquer simplement déjà ce que fait Rolly, qu'est-ce que ce serait ? Je commencerai un peu par la genèse en fait, du projet. Ça vient de mon expérience passée juste avant Rolly. Donc, j'étais head of data d'une fintech qui voulait démocratiser l'accès au crédit aux indépendants en France et en Angleterre. Et je devais construire avec mon équipe un modèle de scoring, donc un modèle qui permet d'accepter ou de rejeter des demandes de crédit, qui est pour les indépendants uniquement. Et on voulait utiliser ce qu'on appelle l'open banking, c'est-à-dire le fait d'accéder aux transactions bancaires d'un travailleur, quel que soit son compte bancaire. Donc c'est des plateformes qui agrègent toutes ces données bancaires. Et il y a un vrai problème avec les indépendants qui n'est pas leur solvabilité, mais comment on lie leurs revenus. Donc aujourd'hui, tu peux être un indépendant qui décide de facturer 1 000 euros jour, travailler pendant 6 mois, donc théoriquement gagner beaucoup plus qu'un travailleur salarié, sauf que tu es considéré comme une banque classique, comme un travailleur risqué. Parce que tu n'as pas une fiche de paie stable et on va dire que les banques classiques... La problématique que cette boîte-là essaie de résoudre, c'est de permettre à ces freelances, indépendants, etc. Exactement, ouais. de pouvoir accéder à la dette. C'est de rendre le crédit plus inclusif pour les indépendants. Pour les indépendants. En 2000... Et c'était la boîte qui prêtait ou c'était plutôt la boîte faisait les modèles pour scorer justement le crédit scoring que tu disais, c'est-à-dire est-ce que la personne est solvable, est-ce qu'elle va probablement rembourser le crédit ou pas, et ensuite c'est une banque qui prête ou est-ce que la boîte faisait aussi le prêt ? Alors là, c'était assez unique en fait dans le marché, c'est que l'entreprise pour laquelle je bossais s'appelait Ditto Service, mais c'était un spin-off de Ditto Bank. Donc en fait, ils avaient encore une licence bancaire. Ça appartenait au groupe Travelex, qui avait une licence bancaire en France quand ils ont attaqué le marché français avec les agences de change. Et donc nous, on était en charge de construire le modèle de scoring, mais il y avait quand même la banque derrière qui décidait de prêter. Maintenant, on ne le faisait pas en direct, on passait par d'autres fintech locales qui faisaient l'acquisition d'utilisateurs, qui nous ramenaient des leads. Et ensuite, ces leads-là, on devait les scorer avec ces données bancaires. Mais la vraie problématique, c'était quelles règles on allait mettre en place pour une cible qui est considérée comme risquée et qu'est-ce qu'un indépendant qui est considéré comme solvable. C'était un peu ça le problème qu'on essayait de résoudre. Comment on analyse le profil d'un indépendant ? Exactement, via ces données bancaires. Sauf que l'une des composantes majeures pour pouvoir donner un crédit. Donc, il y a évidemment le comportement transactionnel. Si une personne dépense beaucoup plus que ce qu'elle ne gagne, si elle a découvert tout le temps, si elle dépense dans le gambling, donc dans les jeux d'argent, c'est considéré comme risqué. Maintenant, comment on évalue le revenu ? Le revenu, c'est on va dire l'une des étapes principales pour pouvoir projeter, pour pouvoir évaluer si une personne va pouvoir rembourser son crédit plus tard. Savoir si on a de la visibilité sur les revenus de quelqu'un. Donc, pour un salarié classique qui est en CDI avec une période d'essai validée, la banque considère qu'il n'y a pas de grand risque. Mais pour un indépendant, on n'a pas de vision sur ses revenus futurs. Et donc, c'était là où il fallait être un peu plus innovant en considérant d'autres manières de scorer ces indépendants. Donc, de considérer que le revenu, c'est une partie, mais il y a aussi le dynamisme de l'activité. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément avec l'open banking. Si je prends, par exemple, 2 cas d'indépendants assez éloignés, si je prends le chauffeur Uber,
Donc le chauffeur Uber, il va travailler potentiellement 6 jours par semaine, il va travailler 10 heures par jour. Et en fait, ces données-là ne sont pas accessibles via son compte bancaire. On va juste voir un transfert d'Uber sur son compte bancaire en disant le chauffeur a gagné 2 000 € ce mois-ci. Par contre, comprendre si c'est une personne qui fait du Uber à plein temps, si c'est une personne qui fait ça depuis 6 mois, et pour pouvoir mieux projeter ses revenus dans le futur, on n'a pas accès à ces données-là dans son compte bancaire, mais dans son compte Uber. Donc là, on a compris qu'il n'y avait pas que les données bancaires qui étaient essentielles pour pouvoir octroyer du crédit, mais il y avait les données alternatives aux données bancaires. Donc les données qu'on trouve dans des plateformes où les personnes, les indépendants, génèrent des revenus. Et là, ça a été assez révélateur pour nous en se disant, en fait, on essaie de construire tout un modèle basé uniquement sur les données bancaires, sauf que les données bancaires sont en train de résoudre juste une partie du problème. C'est la partie transactionnelle, mais la partie stabilité professionnelle, elle doit être résolue ailleurs. Et ce ailleurs, ce sont des logiciels de paie pour les travailleurs classiques, c'est des plateformes pour indépendants pour les indépendants. Donc en fait, c'est plein de sources de données qui sont en pleine explosion. C'est-à-dire que cette expérience était en 2019. En 2019, il y a eu un boom des investissements VC sur la HR Tech. Donc plein de logiciels de paie, de logiciels RH qui venaient digitaliser des industries. Il y avait de plus en plus de compétiteurs en fait à Uber, Bolt et Uberbot qui continuent à gagner énormément de parts de marché. Enfin, pendant la pandémie, je pense que les chiffres des plateformes de livraison, c'était juste monstrueux. Et il y avait énormément de personnes qui décidaient de quitter leur emploi pour une nouvelle vie, d'aller travailler en remote. Donc en fait, il y a eu tout un changement structurel sur le monde du travail qui s'est répercuté sur le monde du crédit. Donc plus d'indépendants, les plateformes qui rémunèrent les indépendants vont exploser. Exactement. Une manière de travailler qui est différente. C'est ça. Et plus de data. Et plus de data. Donc en fait, il y a un problème qui est multidimensionnel. Donc comme tu l'as décrit, il y a de plus en plus de personnes qui décident de changer de statut de travail, qui décident de diversifier leurs revenus. Il y a de plus en plus de sources de données, puisqu'il y a de plus en plus de verticalisation dans des industries, c'est-à-dire qu'on a vu des logiciels de paie uniquement dans le BTP, des logiciels de paie uniquement dans la restauration, et qui cartonnent. Et donc, en fait, une banque classique qui allait chercher ces données dans une source de données assez centralisée, aujourd'hui, elle doit s'intégrer à plein de sources de données pour pouvoir comprendre qui sont les utilisateurs. Même des milliers, en fait. C'est-à-dire, si tu prends à l'échelle mondiale... Si tu prends tous les logiciels de paie, tous les logiciels RH... toutes les plateformes qui vont employer des indépendants, toutes les Uber, les Deliveroo, etc. Exactement. Potentiellement, tu as des milliers de sources de données. Dans le monde, oui. Si tu prends si tu veux vraiment couvrir tout le monde. Si tu veux vraiment couvrir tout le monde. Et donc là, puisqu'il y a des milliers de sources sur lesquelles il faut s'intégrer, en théorie, pour résoudre ce problème, donc tu as besoin d'une infrastructure technique qui permet de rendre ces données accessibles aux banques, aux fintech, au marketplace, c'est-à-dire à tout organisme qui veut donner du crédit. Et ça a été ça un peu la genèse de Rolly, c'est-à-dire que le problème qu'on a rencontré chez Ditto, moi, pour te faire un peu la transition, en fait, au moment où j'ai décidé de mon aventure entrepreneuriale et de commencer en fait ce projet, en fait, j'étais parti voir des banques et essayer de leur vendre uniquement le modèle de scoring. Je me suis dit, pourquoi pas tester aussi le mode indépendant, puisque l'aventure Ditto s'arrêtait. Et la plupart des banques françaises étaient très réactives. Elles disaient, oui, en fait, on n'arrive pas à scorer cette cible. Et il nous faut une nouvelle manière de comprendre. Tu savais faire des modèles de scoring pour les indépendants. Donc, tu t'es dit, je vais aller voir les banques. Voilà, okay. Moi, ça faisait quasiment 5 ans en fait, que je faisais ça sur plusieurs cibles. Sur les TPE, sur les consommateurs, sur les indépendants. Et donc, il y avait des modèles qui pouvaient être facilement intégrés auprès des banques. Ils nous ont dit, on en a besoin. Sauf que en tant que data scientist, en réalité, si tu as une super équipe de data scientists en interne et que tu as la bonne donnée, je ne vois pas pourquoi en fait un autre data scientist, je serais meilleur que tous les data scientists en fait de la place, qui sont déjà dans les banques, qui ne réussiraient pas à reconstruire ce modèle. Par contre, là où il y a une énorme valeur ajoutée, c'est l'accessibilité aux données. C'est-à-dire que le vrai problème que nous on a rencontré, c'était quelqu'un qui travaille chez Uber, Bolt, un chauffeur VTC, ou quelqu'un qui facture 800 € par jour en tant que développeur, et ben en fait, il partageait des screenshots, des factures, des documents. Il partageait plein de documents papier pour justifier de ses revenus. Donc ça, en termes d'expérience utilisateur, c'était pas bon. Alors que techniquement, on aimerait pouvoir se connecter directement à la plateforme Uber pour récupérer ces données. Exact. Comme ce qu'on a réussi à faire sur l'open banking, techniquement, moi, j'aurais voulu que quelqu'un juste connecte son compte Uber, connecte son compte Malte, connecte son compte Upwork, et j'ai directement accès à ces données de revenus, d'activité, sauf qu'il n'y avait pas d'infrastructure qui permettait de résoudre ça.
Et donc, ce problème, c'est le problème de la defensibility. Donc, savoir globalement si ce que tu construis est défendable sur le long terme. Et défendable, ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné, ton client ne peut pas refaire ce que tu fais en interne? Donc, il y avait un problème, en fait, pour moi, à l'époque. Du coup, si tu vends que des modèles de scoring, il peut finir par rétro-engineer ou comprendre ce que tu fais. Même en supposant que tu aies un edge par rapport à ces data scientists, il va finir par comprendre ton modèle et le récupérer. Mais ce que tu dis, c'est que du coup, la défensibilité, c'est l'agrégation de l'ensemble des sources de données disponibles. C'est exactement, c'est l'agrégation et avant tout, avant de les agréger, de les rendre disponibles. Parce que la plupart de ces plateformes n'ont pas d'API public. Donc en fait, il faut que toi-même tu crées API peut-être explique ce que c'est. Donc la connexion avec ces plateformes. C'est un pont logiciel qui permet en fait entre deux plateformes de communiquer. De récupérer la donnée. En fait. C'est ça. Internet est complètement APIisé aujourd'hui et ça veut dire que chaque plateforme, chaque site internet normalement a une API pour permettre d'aller chercher des ressources de données dans cette plateforme en fait, dans ce site internet. Et aujourd'hui, on est passé à un autre stade, c'est-à-dire que même des agents peuvent aller interroger des API via des serveurs MCP. Mais aujourd'hui, la plupart des business comme les nôtres, la plupart des SaaS sont APIisés, c'est-à-dire qu'on peut s'y connecter de manière assez simple via un protocole de. Donc Rolly se connecte à toutes les sources disponibles. Donc il y a un travail de connexion, c'est-à-dire créer une API entre Rolly et ses sources de données lorsque l'API n'est pas encore disponible. Lorsqu'elle est disponible, juste l'intégrer. Exactement. Ouais. Et ensuite agréger cette donnée-là et se connecter et proposer la connexion à des prêteurs, donc des banques, des fintechs. C'est exactement ça. C'est unifier toutes ces données-là, les standardiser. Parce qu'une banque, quand elle veut analyser un dossier de crédit, elle n'a pas en fait à faire tout ce travail de comprendre comment le revenu a été présenté dans la plateforme A ou la plateforme B. Donc en fait, il y a tout un travail de créer un standard global où si toi, tu reçois tes factures ou tu reçois une fiche de paie dans un logiciel A et moi dans un logiciel B, en fait, Rolly va venir unifier ces données-là et dire voici le revenu de Simo, voici le revenu d'Aili. Et donc, c'est aussi une grosse partie du travail qu'on fait. Et ça vient aussi d'une expérience personnelle avec l'open banking où on recevait des données brutes. Et en fait, on avait tout un travail de data cleaning, donc de faire en sorte de nettoyer les données, et un travail d'essayer d'identifier dans chaque transaction quelle variable je vais utiliser. Lorsqu'il n'y avait pas... donc, ce qui est nouveau depuis quelques années, oui, c'est le fait d'accéder à des plateformes, par exemple Uber. Donc... quelqu'un qui est chauffeur Uber, la banque ne pouvait pas accéder à cette information-là. Donc ça, c'est nouveau. Ou sur la plateforme de freelance Malte, donc pouvoir accéder à ces données. Donc ça, c'est nouveau. Mais historiquement, si on enlève cette partie-là qui est nouvelle, quels sont les différents types de données auxquelles on peut avoir accès pour scorer quelqu'un? Comment on sait si la personne va payer un crédit ou pas? Alors ça dépend de la géographie. Ça, c'est très intéressant, on peut creuser là-dedans parce que aujourd'hui, on a des clients dans plusieurs pays, plusieurs géographies. Et le marché de l'information de crédit est différent selon la géographie. Donc, si je prends, par exemple, là, on enregistre à Paris, en France, il n'y a pas de bureau de crédit. Ce qui est pour moi une anomalie. Les fameux crédits de bureau. Les fameux crédits de bureau, c'est-à-dire... Ça, en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. OK. Il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas pour plusieurs raisons. Je pense que les banques ont joué aussi leur rôle pour éviter qu'il y ait des bureaux de crédit. Donc, en fait, la donnée, elle est centralisée chez les banques. C'est-à-dire que les banques ont accès à pas mal de données sur les utilisateurs, notamment les données de dette, de crédit. Et donc, l'open banking est une sorte, l'open banking et l'open finance, là où on inscrit Rolly, est une sorte en fait d'alternative au bureau de crédit. Puisque si une banque aujourd'hui va interroger... Mais explique déjà ce que c'est un bureau de crédit. Donc, c'est un organisme privé, public, ça a quelle forme et c'est quoi? C'est une base de données d'un certain nombre de millions de personnes qui habitent dans le pays et de l'information financière sur elles. Les bureaux de crédit sont des organismes privés qui existent depuis très longtemps, qui ont centralisé l'information de crédit des personnes. C'est-à-dire que les bureaux de crédit ont des canaux d'acquisition de données auprès de banques pour savoir si tu as payé tes crédits en temps et en heure, auprès des processeurs aussi de paiement pour savoir s'il y a eu un problème de paiement sur l'une des transactions, savent si tu as payé ton loyer en temps et en heure. Donc ça, aux États-Unis, en Angleterre, c'est assez courant. Carrément. Oui, donc en fait, c'est-à-dire que la manière dont... Donc ils ont un niveau d'information qui est très précis. Qui est très précis, qui a été très précis et très granulaire. Et je parle au passé, au sens où la transformation qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la multiplicité des sources de données, ne permet pas aujourd'hui au bureau de crédit d'avoir accès à toutes les sources de données fiables. Mais comment ils ont accès aux États-Unis, par exemple? Comment ils savent si j'ai payé mon loyer ou pas? C'est des partenariats privés, c'est-à-dire qu'en fait, ton bailleur
ton bailleur doit reporter ces données-là auprès d'un organisme par lequel le bureau de crédit passe pour acheter Mais cette mon bailleur, data-là. si c'est un particulier, il reporte pas. Il y a d'autres, il y a des manières tiers, il y a des manières de faire. C'est-à-dire qu'il y a des parties tierces. Alors ça peut être aussi, ça peut être via ta transaction bancaire. C'est-à-dire que si on a identifié dans ta transaction bancaire ton bailleur et que tu as payé en temps et en heure, les bureaux de crédit, ils ont accès à l'information bancaire de tout le monde? Enfin, dans certains pays? Je dirais pas ça. En réalité, c'est assez opaque. C'est-à-dire que les bureaux de crédit n'ouvrent pas totalement les informations auxquelles elles ont accès. Ils disent pas comment ils ont accès. En revanche, tu as une idée de comment ton credit score. Donc, alors le credit score, encore une fois, tu as le bureau de crédit qui te fournit un rapport de crédit. Donc le rapport N'importe qui peut accéder à son credit score, c'est-à-dire que ça c'est public. Enfin, en demandant au crédit bureau. Tu peux demander. Aux États-Unis, en Angleterre, tu as même des entreprises qui peuvent, si tu veux avoir accès à d'autres modalités, tu peux payer aussi. Voilà. Donc, non, c'est aussi monétisé tout ça. Donc, c'est pas forcément en fait un organisme public. Donc, il y a aussi de la monétisation là-dessus. Et c'est des très grosses boîtes, je crois, non? C'est des très grosses boîtes. Les boîtes de crédit bureau. Tu en as 3 qui se partagent la plupart du marché. Donc, Equifax, TransUnion et Experian. Et ça, c'est des entreprises qui monopolisent le marché de l'information de crédit depuis très longtemps. C'est des boîtes américaines, les 3? Les 3, c'est des boîtes américaines. Les 3 sont listés aussi et donc, aux États-Unis. Ces gens-là, ce que tu dis, c'est qu'ils n'ont pas accès à certains nouvelles types d'informations. Et j'imagine qu'elles n'ont pas autant accès à l'information dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, elles doivent avoir quasiment la totalité de la population, non? J'imagine. Elles ont probablement en Europe un peu moins, probablement en Amérique latine beaucoup moins, en Afrique beaucoup moins, en Asie peut-être un peu moins, je sais pas. Est-ce qu'en fonction des zones sur la planète, les bureaux de crédit ont des informations différentes? Oui, totalement. Totalement. Tu as des marchés qui sont très matures sur l'information de crédit comme les États-Unis. Déjà parce que ça existe, elles se sont lancées là-bas, ça existe depuis très longtemps. Mais même dans des marchés très matures comme les États-Unis, le fait qu'on ait des nouvelles populations on va dire, qui changent la manière de consommer du crédit ou la manière de travailler, fait qu'il y a de plus en plus de gaps sur la donnée qui permet en fait de scorer de la bonne manière une personne. Et ce gap-là, en fait, n'est pas forcément comblé par les bureaux de crédit. Un bon exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Block, qui a une fintech qui s'appelle Cash App. Donc, c'est le fondateur de Twitter et le fondateur de Block. Cash App, aujourd'hui, a des dizaines de millions d'utilisateurs aux États-Unis. Ça fait quoi? Cash App, c'est une fintech, c'est une application de paiement, c'est une néobanque en fait. Okay. C'est comme une néobanque. C'est un peu une super app aujourd'hui, mais on va dire que c'est une néobanque. Donc c'est un peu compétiteur de Chime ou ailleurs de Revolut ou de Nubank, mais principalement aux États-Unis. Cash App a écrit en fait un papier récemment en disant que il n'y a rien qui les empêchait aujourd'hui de créer le score Cash App. Donc, de créer le score Cash App, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un puisse montrer son credit score Cash App plutôt d'aller chercher son credit score FICO, qui est en fait le partenaire des bureaux de crédit. Donc, il y a FICO. FICO, c'est... Qui était le partenaire des bureaux de crédit. C'est une fintech ou c'est... FICO, alors, FICO, ça existe depuis très longtemps aujourd'hui, donc je ne dirais pas que c'est une fintech, mais en fait, c'est une grosse entreprise qui, historiquement, construisait le modèle de score basé sur les rapports de crédit. Donc, pour simplifier les choses. D'accord, donc tu as les bureaux de crédit qui ont l'information. Tu as les bureaux de crédit qui ont l'information. C'est plus des data providers. Exactement, c'est ça. Et au-dessus, tu as FICO qui analyse cette donnée-là et dit, OK, voici le credit score de chaque personne. Et ce qui permet d'avoir un credit scoring qui est global. C'est ça. Et qui est indépendant de quel est le crédit bureau qui a l'information sur la personne. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une espèce de norme en fait. C'est une norme et un modèle. C'est une norme qui a été utilisée par les institutions financières aux US depuis très longtemps. Et tu as les bureaux de crédit qui ont créé leur propre compétiteur à FICO qui s'appelle Vantage. Bon, en fait, tout ça pour dire que c'est assez centralisé, assez monopolistique. Et là, maintenant, on a de plus en plus d'acteurs qui décident en fait, de rentrer sur ce marché-là, soit parce qu'ils ont accès à énormément de données par eux-mêmes, donc l'exemple de Cash App, soit des acteurs comme des plateformes d'open finance ou d'open banking. Donc aux États-Unis, on peut citer Plaid, qui est devenu un bureau de crédit. En réalité, la finalité, en fait, plus tu as accès à de données sur des personnes, plus tu es en capacité de comprendre ce que c'est qu'un profil risqué ou un profil qui ne l'est pas. Et tu peux standardiser ces données-là, rien ne t'empêche de devenir un bureau de crédit dans le futur. Donc en fait, le marché est devenu suffisamment mature pour ne pas avoir uniquement 3 acteurs qui monopolisent le marché de l'information de crédit, mais tu peux avoir des fintechs, tu peux avoir des acteurs émergents. Qui atteignent une certaine taille, exactement. Okay. Des fintechs qui atteignent une certaine taille. Ouais. Lorsque, c'était en 2020-2021 que tu lances Rolly ou 2019? J'ai commencé à travailler sur le sujet à l'été 2020 avec mon premier advisor investisseur qui est marocain, qui s'appelle Kamil Mouhid, avec qui on a beaucoup échangé en fait, pendant quasiment 6 mois.
sur quel est le bon positionnement. Et il m'a parlé du concept des payroll API. Donc, c'est des, on va dire, reliés aux États-Unis qui s'intègrent uniquement au logiciel de paie. Et ça a été un peu une sorte d'accélérateur parce qu'on a compris, en tout cas à ce moment-là, qu'il y avait une vraie opportunité de marché sur créer une plateforme d'open finance. Déjà, l'idée, c'est déjà à peu près la forme actuelle. C'est-à-dire, il y a déjà l'idée d'agréger de la donnée, d'être une boîte qui vend de l'API, en fait. Ce type de choses, c'était déjà dans l'idée? Alors, en fait, la vision globale n'a toujours pas changé depuis 5 ans pour une raison simple. C'est que c'est un play qui est vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que nous, on était très conscients que pouvoir... Et lorsque tu te dis que c'est ce que tu veux faire et que du coup, la vision est identifiée, tu as un énorme chantier qui est aller chercher toutes ces informations-là. J'ai un énorme chantier. J'ai... ensuite, effectivement, aller chercher toutes ces informations-là, mais surtout, quelle stratégie je vais élaborer pour pouvoir commercialiser un produit et pour pouvoir ensuite y aller étape par étape. Et donc là, la manière dont on a approché le problème avec mon associé, avec Pierrick, qui m'a rejoint très, très rapidement dans le projet, donc on a monté la boîte ensemble, c'est de se dire, on a pour ambition de couvrir 100% des travailleurs, quel que soit leur statut de travail, que ce soit le salarié, que ce soit l'indépendant, que ce soit le restaurateur, que ce soit le créateur. On a dans chaque écosystème aujourd'hui, donc que ce soit l'écosystème de logiciels de paie, l'écosystème de plateforme de la gig economy, donc les Uber, les Deliveroo, ou l'écosystème des créateurs, on a une loi de Pareto. Donc en fait, on a à peu près 20% de l'ensemble des plateformes qui couvrent 80% du marché. Nos clients, des fintechs, des banques, des marketplaces, donc la cible était très claire, ça va pas être problématique si on vient avec 80% en fait, du marché. Ils ne vont pas nous demander forcément 100%, en tout cas pour commencer. Et donc, on a décidé d'abord de se concentrer sur le secteur de la gig economy. On s'est dit, on va essayer de chercher nos premiers clients en France. On a identifié plusieurs cibles. Donc, qui a besoin de consommer de la data Uber, Bolt, FreeNow, Hitch tous les jours? Et en fait, on a trouvé un écosystème qui est les loueurs automobiles ou les gestionnaires de flotte automobile. Donc, c'est des entreprises qui louent des voitures à ces chauffeurs et qui sont payés à la semaine par ces chauffeurs pour la location de la voiture et qui ont besoin de suivre leurs risques en temps réel. Parce que si à un moment donné, un chauffeur arrête de travailler et il n'arrive pas à le voir en fait, en temps réel, ça pèse un risque sur le remboursement en fait, de la dette qu'ils ont souscrite pour pouvoir acheter ces voitures. Okay. Et donc, on s'est dit, c'est parfait. C'est pour une boîte qui est en stade du pré-seed, donc pour pouvoir prouver qu'il y a un produit, un MVP qui marche, qu'il y a un certain marché, et pour pouvoir raconter une histoire ensuite par la suite, c'est-à-dire notre vision, on peut commencer par là. Et donc, on a trouvé notre tout premier client qui est marocain aussi, qui est le fondateur de Sterling aujourd'hui, qui est Mimoun Alami, qui avait du coup une flotte, qui nous a dit, moi j'ai une personne à plein temps qui passe 3 jours en fait à analyser toutes ces données-là sur plein de documents, plein de données non structurées. Enfin, si vous pouvez me faire ça très rapidement et du coup je gagne énormément de temps et je peux mettre cette personne ailleurs, ça me va très bien. Et ensuite, sur la première version du MVP, on a réussi à faire ça en fait en moins d'1 heure. En moins d'1 heure, on était capable en fait de réduire le travail de quasiment 3 jours d'une personne manuelle, donc ce travail manuel. Ensuite, on pourra passer à l'equity story, comment du coup on a lancé vraiment l'entreprise et on a levé des fonds. Mais en tout cas, ça c'était vraiment un peu la genèse, c'est de se dire oui, on a l'ambition de couvrir tout le marché, mais on va le faire par catégorie d'utilisateurs. Et une fois que tu te dis ça par catégorie d'utilisateurs, tu as besoin concrètement de te connecter à un certain nombre de sources de données. Exactement. Lorsque la donnée n'est pas disponible, comment tu le fais? Est-ce que tu vas toquer à la porte des boîtes et tu leur demandes de te connecter directement à elles? Comment tu fais en sorte qu'elles aient envie de se connecter à toi? Parce qu'elles n'ont pas forcément d'intérêt à ouvrir leurs données, à ce que tu puisses te connecter. Comment ça se passe? Alors ça, j'ai beaucoup été aidé par mon compétiteur américain qui était un peu plus en avance, qui avait déjà fait son seed et quasiment sa série A, et qui, je trouve, avait une manière en fait assez agressive d'expliquer que ces données-là doivent être complètement libéralisées. Alors moi, je suis d'accord avec lui dans l'idée, mais l'approche, en fait, je n'étais pas d'accord en fait, sur la forme. Mais sur le fond, j'étais complètement aligné avec lui. Et il s'est reçu pas mal de lawsuits de la part de plateformes en disant en fait non, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de toucher à ma data, etc. Parce que parfois, il allait taper dans la data sans avoir d'accord. En fait, en réalité, l'accord, tu as besoin de l'accord de l'utilisateur. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de l'accord de la personne qui a généré ses revenus. Donc, si on rentre sur le cadre légal, on est pas forcément de la plateforme. Non, en fait, pas forcément de la plateforme, puisque la plateforme... En fait, elle passe par Rolly et concrètement, juste, elle se connecte à son compte Uber. Exactement. C'est comme si Rolly se connectait au compte Uber et récupère l'information. Moi, je suis vraiment, en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est le consentement de l'utilisateur et qu'est-ce qui décide de me partager
que je repartage au client final. Donc en fait, il est au courant que son revenu, son activité vont être vérifiés par mon client, par la banque, pour tel produit. Et ensuite, tu as un cadre qui est plutôt bien fait, c'est le RGPD. Donc, tu as le principe de minimisation à appliquer. Donc, tu as uniquement un certain nombre de données qui doivent être partagées. Le consentement doit être récolté, mais c'est l'utilisateur qui a généré ces données-là. C'est le chauffeur Uber qui a décidé et les plateformes n'ont pas le moyen de te bloquer, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte que ce n'est pas une personne, mais c'est une plateforme qui se connecte. Si, en théorie, si tu fais mal les choses, je veux dire, en fait, là aussi, il y a un très bon exemple récent. C'est donc Plaid, grosse plateforme d'open banking qui vaut plus de 10 milliards aux États-Unis, qui a eu des problèmes avec JP Morgan, qui est à la fois leur investisseur, mais aussi l'un de leurs plus gros clients. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, a priori, à vérifier, mais en tout cas, sur les articles, Plaid faisait beaucoup plus de call API, donc récupérer beaucoup plus de data que nécessaire pour pouvoir entraîner des modèles. C'est ce qui, moi, je n'ai pas la confirmation, mais en tout cas, c'est ce qui a été écrit là-dessus. Bon, partons du principe que c'est le cas. Bah oui, si je me mets à la place de la source de données, je ne suis pas forcément content. Donc, par contre, si uniquement la donnée qui a été récupérée a servi à des fins pour l'utilisateur final et que l'utilisateur final mais là, c'est un exemple, il y a un call API. Donc, il y a un accès direct. Il y a un call API, mais qui est justifié. Moi, je ne récolte pas de la donnée sans justification. C'est toujours l'utilisateur qui consent, qui décide de partager ces données avec l'un de mes clients. Je ne récolte pas, par exemple, si je prends le cas des portails gouvernementaux, donc impôts.gouv en France et Seguridad Social en Espagne, en fait, là, le cadre est très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun stockage de données, il y a une vérification qui est faite unique. Et ensuite, si mon client me dit « Est-ce que tu peux me rappeler le revenu de il y a quelques mois ?» En fait, je suis incapable de le donner. Voilà. Ensuite, il y a d'autres types de plateformes où le besoin est un peu plus continu, mais parce que les données sont générées de manière continue. Le revenu tous les mois, ce genre de choses. Exactement. En fait, c'est juste ça dépend de la fonction de l'utilisateur. Si l'utilisateur est un restaurateur, tous les jours, il y a du chiffre. Donc, en fait, on aimerait bien avoir une vue en temps réel. Si c'est un travailleur de plateforme, pareil. Mais si c'est un salarié qui a eu sa période d'essai validée récemment, a priori, son revenu ne va pas changer à la semaine. Ça va peut-être au mois. Donc, le besoin est différent là-dessus. Donc, en fait, quand tu regardes toute l'infrastructure du lending, il y a un nombre de données qui est impressionnant. C'est-à-dire que tu as les crédits de bureau. Vous n'allez pas chercher dans les crédits de bureau. C'est-à-dire que ça, c'est fermé. Ça, c'est des boîtes fermées. C'est ça. C'est-à-dire que nous, en fait, c'est les banques qui ont accès, qui ont des deals, j'imagine, avec les crédits de bureau. Exactement. Les crédits de bureau sont à la fois... C'est à la fois des compétiteurs et à la fois des clients. Là, on discute avec un crédit de bureau en Angleterre qui potentiellement pourrait avoir besoin de vous pour de la donnée. Exactement, okay. Parce qu'en fait, les crédits de bureau, en fait, quand je dis un compétiteur, c'est qu'on cible les mêmes clients. Et il y a des fintechs qui préfèrent intégrer directement des API plutôt que interroger des rapports de crédit. Ouais. Enfin, ça dépend en fait de Donc, tu as la partie crédit de bureau, tu as la partie revenu income. Enfin, d'abord, tu as la partie bancaire. Donc, accéder à la banque. Oui. Et j'imagine que tu dois avoir une partie... il doit y avoir plein de données publiques sur les gens. C'est-à-dire, à partir de son identité, tu peux aller chercher de l'information publique pour voir, je ne sais pas s'il a été jugé, s'il a un casier judiciaire, il doit y avoir de l'information, j'imagine. Ça doit être aussi une partie de l'équation. Ouais, après, tu as la partie income. Et donc, quels sont les revenus que la personne a. Et ça a plein de formes différentes. Donc, ça peut être Uber. Tu disais, un restaurateur, comment tu peux avoir accès à l'information ? Via son terminal de paie. Ou via, par exemple, on a une fintech qui est en train d'utiliser certaines de nos intégrations par rapport aux plateformes de livraison. Donc, en fait, ils veulent comprendre à quel point un restaurant est dynamique via les plateformes, qui est un indicateur de risque pour eux. Il y a aussi un cas très intéressant en fait, en Allemagne où ce type d'intégration a permis d'identifier des fraudes. C'est-à-dire que tu avais des restaurants qui avaient des comptes bancaires blindé. Donc, si tu utilises uniquement l'open banking, tu vas dire le restaurant fonctionne très bien, mais en fait, il y avait quasiment zéro livraison alors que c'était sur les plateformes. Et en fait, c'était des histoires de blanchiment d'argent. Ah oui, d'accord. Il y avait juste de l'argent sur le compte, mais pas de commande. Il n'y a pas de livraison sur les plateformes, ce qui est assez bizarre. Et voilà, quand tu creuses, tu te rends compte. Donc, ce type de données permet d'identifier à la fois, donc c'est des indicateurs de risque pour pouvoir prédire un défaut, mais aussi des indicateurs de fraude. Et notre approche, et l'approche, en fait, ce qu'on imagine être le bureau de crédit du futur, c'est que chaque personne qu'on doit scorer ou chaque entreprise qu'on doit scorer doit avoir un certain type de données alternatives qui lui sont associées. C'est-à-dire que moi, je préfère 1000 fois scorer un indépendant sur les plateformes de livraison via ces données-là pour essayer de comprendre, en fait, de développer un comportement professionnel plutôt qu'aller chercher une donnée statique, annuelle, son avis d'imposition, et ça ne m'apprend pas grand-chose.
Donc, c'est la manière dont on voit le marché de l'information de crédit évoluer, avec des premiers signaux qui sont très forts, c'est-à-dire des grosses fintechs qui sont en train de gagner de plus en plus de parts de marché par rapport à des banques, qui préfèrent nous faire confiance et intégrer nos API plutôt qu'aller chercher des rapports statiques, des rapports de crédit qui ne sont pas forcément à jour. Quand je regarde où est-ce que Parce que dans un marché comme ça, où il y a une chaîne de valeur qui est assez importante, la question c'est souvent où est-ce que la valeur va aller ? Oui. Est-ce que, et de ce que je comprends, il y a la data brute, qui sont les gens qui génèrent la data. Qui sont, oui. Quels sont tu veux dire les gens ou les plateformes ? Les plateformes. Quand je dis les gens, je veux dire dans l'écosystème, les boîtes qui génèrent la data. Donc, par exemple, en fait, Uber est un générateur de data par rapport à la plateforme, à l'écosystème de lending. Exactement, c'est une source de données. C'est un producteur de données, c'est exactement, ça. Ouais. Comme un compte bancaire peut être un producteur de données, etc. Ouais. Et après, tu as les gens qui agrègent les données. Ça peut autant être un crédit de bureau qu'un acteur comme Relly. Exactement, ouais. Et tu as potentiellement aussi des gens qui font des intégrations, des API, etc. Mais ça, on peut dire que c'est des agrégateurs. Et après, tu as les gens qui prêtent l'argent. C'est ça, les organismes de crédit. Ouais. À quel point est-ce qu'il y a... pour toi, la valeur, alors elle va forcément, j'imagine, rester chez les gens qui prêtent, mais entre les gens qui ont la data et les gens qui l'agrègent, est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce que tu vois la valeur plus aller du côté de l'agrégateur ? Est-ce que finalement le lender a envie de garder la main et a envie de prendre un peu la main sur l'agrégateur et le producteur de données ? Est-ce qu'il y a des dynamiques intéressantes dans la division de la valeur entre ces acteurs-là ? Tu as des dynamiques qui sont très intéressantes et c'est là où tu vois le rôle aussi de la régulation. C'est-à-dire que si on était dans un modèle, en tout cas en Europe, où il n'y avait pas de loi qui mettait un cadre à la compétition, en fait, à la compétitivité. Donc si par exemple un seul acteur monopolisait 100% du marché, en fait cet acteur-là a accès à toute la data et peut se permettre de garder cette data pour lui et peut se permettre d'octroyer des crédits à ses utilisateurs. Et dans ce cas-là, il capte un peu toute la chaîne de valeur. Mais ce n'est pas le cas et a priori, ce ne sera pas le cas. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est des métiers qui sont complètement différents. Et d'ailleurs, en tout cas dans l'écosystème FinTech, ces dernières années, il y a eu des FinTech qui ont décidé de faire beaucoup de choses. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des premières FinTech qui nous ont demandé d'utiliser nos services. Après, j'ai eu le CTO qui a dit « mais moi, je sais faire des intégrations, donc en fait, je n'ai pas besoin de vous. Donc, en fait, on va créer nos propres intégrations. » Et 9 mois plus tard, ils reviennent en disant en fait, on n'avait pas compris que créer des intégrations, c'était une chose, les maintenir, c'était une autre chose. Standardiser la data, c'était encore un autre problème. Et surtout, ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de faire des prêts. Donc, en fait, chacun son métier. Complètement d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, tu ne peux pas faire les trois. Non, tu peux pas faire, en théorie, tu peux te dire, je sais tout faire. Mais quel est l'intérêt de faire les trois ? Il n'y en a aucun. Il vaut mieux en faire un de manière très bien. Et d'ailleurs, tu as suffisamment de choses à faire et tu peux te verticaliser, tu peux créer des nouveaux produits et être identifié comme cet acteur-là plutôt que vouloir faire en fait, plusieurs. Là, pour le coup, c'est là où je trouve assez intelligent ce qu'ont fait les bureaux de crédit. Donc, si on revient un peu dans le marché de l'information de crédit, donc on a les bureaux de crédit qui créent les rapports de crédit, donc c'est eux qui ont la data. Et il y a des acteurs comme FICO qui, eux, créent les credit scores. Bon, en fait, les bureaux de crédit ont décidé à un moment donné, parce que pour des raisons en fait, qui sont pas très claires au départ, mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas, il y a un compétiteur de FICO qui est Vantage, qui est en fait une joint venture des 3 bureaux de crédit. Donc en fait, les bureaux de crédit n'ont pas dit, à partir de maintenant, on va faire notre credit score nous aussi. Ils ont dit non, c'est une boîte qui va être indépendante, dans laquelle on va investir, certes, mais dont le métier, ça va être de faire le credit score. Et donc là, c'est assez clair. Alors que c'est des très grosses boîtes. Exactement. Elles auraient pu se dire, on le fait. C'est ça. Et même nous, en fait, nos clients nous demandent si on peut les accompagner sur la partie credit scoring et si on fournit un score. Et notre conviction, c'est que si on rentre là-dedans, on perd l'essence en fait, de ce qu'on est en train de développer, c'est-à-dire l'accessibilité aux données. Et du coup, lorsque elles se connectent à Relly, elles ont l'information, comment elles scorent ? Elles scorent avec d'autres acteurs qui, eux, font du credit scoring spécifiquement à partir de la donnée qui est fournie par Relly. Pour nous, on les pousse à faire leur propre modèle de scoring. Donc nous, on est vraiment en fait, le copilote des gestionnaires de risque de crédit où on les aide à d'abord vérifier. Donc nous, on ne fait pas d'inférence. C'est-à-dire que quand on a accès à la bonne source de données, on dit le revenu de tel, c'est tant. Ensuite, on enrichit cette donnée-là avec des insights. Quand tu dis il n'y a pas d'inférence, il n'y a pas d'estimation. Il n'y a pas d'estimation, il y a de la vérification. Donc la première étape, c'est la vérification. Tu as tes propres... Parce que les règles de scoring, c'est ta propre stratégie.
tu peux décider d'être hyper flexible. Ça a été le cas de beaucoup de boîtes de Buy Now, Pay Later, donc le paiement fractionné, le paiement en plusieurs fois. Pendant la pandémie, vu que les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles, tu as des boîtes qui ont une croissance folle, mais parce que aussi elles acceptaient tout le monde. Et en fait, c'était un choix en se disant, on va avoir du défaut, c'est pas grave, l'argent coûte pas cher, et on va se créer notre propre base de données pour pouvoir faire des modèles de scoring de plus en plus performants. Ce que je trouve très intelligent d'avoir cette approche-là. En fait, ces boîtes-là, elles ont leur propre stratégie de scoring. La stratégie de scoring à cet instant-là, c'est je prête à tout le monde. Sauf qu'après, les taux d'intérêt augmentent. Maintenant, je vais avoir une autre stratégie. C'est que j'ai identifié tel profil qui me paraissent bien pour mon business. Et dans ce cas-là, je mets en place ces règles de scoring. Donc moi, je n'ai pas mon mot à dire sur la partie scoring de mes clients. Par contre, j'ai un rôle central à jouer qui est de leur fournir le maximum d'indicateurs pour qu'ils ne se trompent pas ou qu'ils se trompent le moins possible. C'est-à-dire que si l'un de mes clients me dit j'ai ce travailleur que je pense que son revenu est assez faible, je dis attends. Moi, selon les données que j'ai accumulées, ce travailleur fait partie du top 10% des travailleurs dans sa région, dans son corps de métier. Donc, je pense que tu as une estimation qui n'est pas si bonne par rapport à ce que j'ai récolté. Et donc, c'est là où nous, on veut tendre, c'est-à-dire d'être vraiment la personne qui va permettre, la solution qui va permettre aux organismes de crédit de vérifier, de modéliser et de décider. Ça fait sens. Voilà. Donc pour toi, il n'y a pas... parce que lorsqu'on regarde de l'extérieur, on se dit, une fois que tu maîtrises la donnée, tu peux aller vers le lending assez naturellement. Toi, tu dis c'est des métiers qui sont différents. C'est-à-dire que si on est spécialiste de la donnée, on a déjà beaucoup de travail à faire sur ça pour continuer à être très bon, avoir toutes les informations et proposer la bonne information ensuite aux gens qui vont scorer et prêter. Mais tu n'as pas vocation à dire, je veux aussi aller de ce côté-là. Non, j'ai pas vocation. Alors, ça voudrait dire aussi que je rentre en compétition avec mes propres clients. Donc, si tu as identifié un marché qui est en pleine explosion, le marché de la donnée alternative, c'est 23% de CAGR, c'est 40 milliards. Mais pourquoi ? C'est ce que tu as dit en introduction. C'est qu'il y a des pays où, en fait, on peut avoir accès à la fiche de paie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, il y a 2 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées. On parle de l'open banking. L'open banking, c'est avant tout pour des gens qui ont des données bancaires. Donc, il y a en fait énormément de choses à construire dans des marchés émergents, dans des marchés en plein dynamisme. Alors, vous êtes globaux, vous êtes dans plein de pays, je crois, dans le monde, dont les marchés émergents. Dont les marchés émergents, oui. Si on se concentre un peu sur ça, parce que je pense que c'est intéressant, il y a une partie de ce qu'on dit qui n'est pas pertinent. C'est-à-dire qu'il y a certains accès d'open banking qui n'existent pas. Il y a aussi de l'informel. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette partie-là, de marché émergent, comment on fait, comment on trouve la donnée sur les personnes, et même aussi comment le marché est, en fait, plus généralement. Bien sûr. Alors, pour les marchés émergents, on peut parler je pense, l'Afrique et l'Amérique latine, c'est 2 exemples qui parlent. Il y a énormément de similarités. Et il y a aussi, plus récemment, des fintechs africaines qui, maintenant, décident, comme premier marché d'expansion, d'aller en Amérique latine. Donc, ça, c'est là où on voit à quel point, en fait, il y a des similarités. On va faire, en fait, un point de comparaison entre un marché européen, on va dire, qui est un marché plutôt formel, et un marché, on va dire le marché africain. Marché européen, la donnée de revenus d'emploi, elle est assez centralisée. Donc la donnée de revenus d'emploi et de taxes, elle est centralisée par pays via des portails gouvernementaux. Marché africain ? Marché européen. Donc le marché européen. Donc si je prends la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, donc il y a des plateformes de l'État où c'est là où on paye nos impôts. Et en fait, on est capable, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour nous aujourd'hui, en fait, en Europe, on est capable de vérifier la situation professionnelle de quelqu'un à un certain moment et de son revenu. Et en fait, c'est quoi l'hypothèse derrière ? C'est que 100%, alors c'est peut-être jamais 100%, mais on va dire que la majorité des personnes qui travaillent dans ces pays-là le font de manière formelle. La plupart des gens payent leurs taxes. Bon. Ensuite, tu as dans les marchés émergents, si tu prends par exemple un pays comme l'Afrique du Sud ou un pays comme le Mexique, tu as aussi des portails gouvernementaux, sauf que l'économie en elle-même, ce n'est pas une économie qui est à 100% formelle. Donc, comment nous on adresse le problème ? Déjà, tu couvres moins de personnes. Tu couvres moins de personnes. Donc, nous on adresse le problème avec toujours le même mantra qui est qu'on va aller chercher la source de données la plus pertinente disponible pour que tu puisses scorer une catégorie de personnes que tu as envie de scorer. Donc, des gens, par exemple, qui travaillent dans l'informel. Donc, si on a des clients qui ont des offres verticales, donc on a des clients qui ont décidé de faire du financement automobile uniquement pour les travailleurs de plateforme. On en a d'autres qui ont décidé de faire des offres de microcrédit par rapport à des personnes qui sont sans forcément travailler dans une industrie en particulière, et ils ont identifié
une source de données utilitaire d'électricité comme la source de données pertinente. Pourquoi ? Parce que 90% des personnes payent l'électricité, payent un fournisseur d'électricité par mois. Et en fait, cette source de données-là, ça c'est le cas au Mexique, permet de savoir si la personne est un bon payeur. En fait, c'est passionnant parce que tu peux trouver n'importe quelle source de données peut être une donnée qui approche des comportements humains. Moi, c'est ce qui me passionne le plus en fait dans développer Rolly, c'est ça. Là, ce qui me passionne le plus, c'est ça. Ton électricité, peut-être que tu la payes en retard, peut-être que parfois tu ne payes pas. Peut-être que tu payes pas. Peut-être que tu changes d'opérateur tous les 3 mois. Peut-être que tu changes jamais et que tu payes toujours en avance. Exactement. Et déjà, ça te permet d'approcher. Ça te permet d'approcher. Tu peux estimer le nombre de personnes qui habitent dans une maison, en fonction en fait de l'électricité. Tu peux estimer la taille de la maison. En fait, tu peux avoir énormément de proxys. Ah oui, c'est vrai que ça va plus loin. Ouais. Voilà, tu peux avoir énormément de proxys pour te mettre à l'aise en disant bon bah en fait j'ai quasiment niveau rien. De consommation, c'est vrai, tu as raison. En fait, si tu consommes beaucoup d'électricité, probablement peut-être que tu gagnes plus d'argent, peut-être que. Exactement, au niveau de consommation. Et en fait, ces indicateurs. Si tu consommes de l'électricité que la nuit, tu dors pas, peut-être que. Par exemple, tu vois. Peut-être que la envie de te prêter de l'argent. Si tu consommes l'électricité tous les matins, de 6h à 7h, tu te dis bon il y a quelque chose qui se passe. Enfin, non mais en fait, tu as énormément de proxys en fait à générer là-dessus et oui, donc en fait c'est de cette manière-là dont on gère le problème. Mais ok, donc typiquement, tu disais, je t'ai emmené sur ça, mais tu disais Afrique, Amérique latine, on a un petit peu de données étatiques, mais moins pertinentes parce que plus d'informels. Et donc, on va aller chercher d'autres sources d'informations, dont typiquement l'électricité. Ok. Dont l'électricité, dont les plateformes de paiement. Donc, il y a des pays comme le Kenya ou M-Pesa, donc qui est une plateforme en fait de paiement et une plateforme aussi de telco qui appartient à Safaricom. Le taux de pénétration en fait du mobile money au Kenya est juste monstrueux. Il est même beaucoup plus élevé que dans des pays européens. Donc en fait, tout le monde utilise M-Pesa. Et donc, nous, on a développé une manière d'analyser des documents transactionnels de M-Pesa pour des clients. C'est-à-dire d'extraire des informations pertinentes de ces documents-là pour dire à notre client, bon, bah, en fait, on a identifié que cette personne-là a potentiellement un revenu de temps, un comportement transactionnel de temps. Et donc, M-Pesa est considéré comme la source de données qui fait foi dans ce pays. Donc, il y a toujours, en fonction du pays, en fonction de la géographie, tu as des plateformes qui sont plus pertinentes. C'est celles qu'on priorise. Ensuite, on regarde à quel point c'est facile de s'y intégrer. Parfois, c'est très compliqué. On réfléchit toujours à une alternative, c'est-à-dire que si c'est très compliqué à s'intégrer sur la plateforme, en termes d'expérience utilisateur, bon bah on va en fait essayer de créer une expérience pour l'utilisateur pour que ce soit simple pour lui de télécharger ces données-là, de les structurer, de les mettre en fait à disposition. Donc, il y a tout un travail aussi de produit et du UX pour faire en sorte que ces données soient accessibles. Donc, tu n'as pas que je me connecte en API et je structure la donnée, tu peux créer des manières pour tes clients de proposer à leurs clients, c'est-à-dire on va dire des gens qui veulent s'endetter, de leur donner accès à des plateformes tierces. Et ça peut se faire pas en API et pas en connexion directe. Okay. C'est ça. Enfin, notre valeur ajoutée, c'est de faire en sorte que quoi qu'il arrive à la fin, on offre un moyen à nos clients de récupérer la donnée dont ils ont besoin. Donc le moyen le plus simple et le plus aussi avantageux d'un point de vue UX, c'est une connexion simple, on récupère la data, les disponibilités. Et sur quel marché, toi, tu te concentres aujourd'hui ? À quel point, justement, ces marchés émergents sont importants ? Ou plutôt l'Europe, plutôt les États-Unis, plutôt l'Asie ? Sur quoi tu te concentres ? Ça, c'est assez intéressant, en fait, de développer cette partie-là. Je vais revenir un peu en arrière, en fait. On a commencé, donc nous, on a commencé en avril 2021. On a fait un tour de pré-seed en avril 2021. Donc, c'est un peu l'histoire que je t'ai racontée de notre premier client et de tester un peu le marché. Et ensuite, on a fait un beau tour de seed en mars 2022 pour pouvoir développer l'infrastructure. Et donc, en fait, les 18 premiers mois post-seed, on était vraiment à fond sur la partie technique, à créer des intégrations, à les tester avec nos clients. Et on avait principalement des startups. Donc, c'est assez classique. Les premiers clients des startups sont des startups. Donc, on avait des startups, on va dire du seed jusqu'à la série B, comme testeurs. Ensuite, on a commencé en fait un travail de monétisation de ces clients-là à fin 2023, début 2024, qui s'est très bien passé au début. Donc, on avait déjà en fait une bonne, enfin, on était assez optimiste parce qu'ils utilisaient la solution tous les jours et il n'y avait pas de problème au niveau de churn là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont commencé en fait, ils ont tous souscrit à notre offre payante. Sauf qu'on a un business model qui est basé sur le volume. Donc, techniquement, on a un minimum d'engagement par mois, mais en réalité, c'est plutôt les clients qui vont nous générer un maximum de volume, qui vont faire en sorte que les tailles de contrat vont s'élever. Et on a observé en fait que sur les 6 premiers mois, on va dire de janvier jusqu'à juin,
les tailles de contrat, enfin nos estimations de l'augmentation des tailles de contrat qui sont liées au volume étaient mauvaises. C'est-à-dire qu'on pensait qu'en fait on allait augmenter, multiplier par 2 quasiment la taille de contrat, mais en fait c'est resté très très stable. Et c'était aussi lié, c'était structurel, c'est-à-dire que tout le marché en fait des startups galérait beaucoup à ce moment-là. Il y a eu énormément de casses, il y a eu énormément de boîtes qui ont pivoté, et autant une go-to-market, donc une manière d'adresser ton marché cohérente en 2020-2021, c'est effectivement se concentrer sur les startups parce que ça va vite, il y a énormément de similarités au niveau de la culture, et puis tu vas très vite et tout le monde grossit, donc tout le monde grossit ensemble. Autant quand ça va mal, tu le vois très bien au niveau des revenus. Et même au niveau des investisseurs, tout le monde était très tendu à cette période-là. C'est-à-dire que tout le monde... c'est plus compliqué de lever. Plus compliqué de lever. Enfin, c'était très compliqué. On va dire que le discours a changé. Un an avant, c'est concentre sur ton produit. Maintenant, il faut que tu génères du revenu. Et là, on a opéré en fait un pivot au niveau de notre go-to-market, qui est juste un pivot assez simple, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, les startups ne sont pas suffisamment matures pour pouvoir nous générer les tailles de contrats espérées par rapport à l'investissement qu'on a fait. Donc, on va aller faire de l'enterprise sales, donc plutôt attaquer soit des fintechs très matures, très grosses, qui sont même de taille bancaire, ou des grosses marketplaces. Donc là, on est rentré sur des cycles de vente qui sont plus élevés. Et quelque chose qu'on a identifié très tôt, et je pense que ça a été stratégique par rapport à la suite de Rolly. Aujourd'hui, on en récolte un peu les bienfaits. C'est qu'il y a aussi des demandes auprès de ces grosses entreprises qui ont complètement changé par rapport, moi, au moment où je suis rentré dans cette industrie. Donc, c'était en 2019-2020, c'était assez courant d'avoir une plateforme d'open banking par pays, par exemple, à l'époque. C'est-à-dire que tu as le leader en France, et c'est très bien de rester en France, et c'est très bien de continuer en France, et il y a de la croissance et des perspectives et tout. Sauf que le problème est toujours le même. Pour pouvoir générer un maximum de revenus, il faut des clients qui te génèrent un maximum de volume. 5 ans plus tard, ces boîtes comme Revolut, comme Monzo, comme Nubank, elles ont une stratégie d'internationalisation qui est très agressive. Et elles ont une expérience avec l'open banking qui était mauvaise au niveau de l'internationalisation. C'est-à-dire que quand elles voulaient aller, par exemple, vite en Espagne ou vite en Italie, leurs fournisseurs initial dans leur pays d'origine, n'avaient pas le bon taux de couverture, n'avaient pas les bonnes intégrations. Et donc, en fait, en passant beaucoup de temps à discuter avec elles, elles nous ont dit, mais nous, en fait, là, maintenant, on aimerait bien avoir un acteur sur ces données alternatives qui nous accompagne partout. On a décidé, du coup, d'avoir cette approche globale, d'ouvrir notre API, en fait, à tout le monde, et de se dire, si on arrive, en fait, à être très bon dans la vente, à avoir ce type de client très tôt et à se concentrer sur ce type de client, en fait, on va grossir beaucoup plus vite puisqu'en fait, on bénéficie de leur croissance qui est déjà énorme. On va s'internationaliser beaucoup plus vite, ce qui est très bien pour une start-up au niveau de beaucoup de choses, en fait, c'est-à-dire au niveau des opportunités, au niveau des levées de fonds, au niveau de l'expansion. Et on va surtout sécuriser, en fait, ces clients parce que on va dire les points négatifs dans le cycle de vente avec des entreprises, c'est que c'est long comparé à une start-up. L'intégration d'API comme les nôtres peut prendre du temps, pas parce que c'est difficile à intégrer, mais parce que tu as des checks au niveau de la compliance, au niveau de la sécurité. Donc en fait, on a une solution qui est critique, c'est-à-dire c'est quand même, on vérifie les revenus des personnes, donc ils ne vont pas l'accorder à n'importe qui. Donc ces étapes-là peuvent prendre plusieurs mois. Mais en fait, les points qui sont géniaux, c'est que le churn est quasiment inexistant. Ouais. Après, t'es intégré, t'es là et c'est fini. C'est un mariage. On est là ensemble et en fait, la lifetime value est très, très élevée. Et donc là, depuis, tu t'es concentré plutôt sur des gros acteurs. Depuis mi-2024, exactement. Banque aussi. Fintech, banque, marketplace. Ça, c'est vraiment les trois. Marketplace, c'est-à-dire Marketplace avec des entreprises, un peu comme Uber, comme Mercado Libre. Alors pourquoi ? Parce que les marketplaces ont intégré de plus en plus de services financiers. Donc, en fait, un acteur comme Mercado Libre, qui est le Amazon de l'Amérique latine, a créé Mercado Pago, qui donne des crédits aux utilisateurs. Et Uber Un acteur comme... Alors, on va dire... Uber a fait ça en Amérique latine. Uber a fourni des crédits il y a 4 ans. Mais pour financer les véhicules ? Pour financer les véhicules, ils ont fait ça. Et ensuite, ils ont décidé d'arrêter de faire ça. Ils l'ont fait eux-mêmes ou avec des partenaires ? Ils ont commencé à le faire eux-mêmes, il me semble, au Mexique, il y a plusieurs années. Et là, maintenant, ils le font avec des partenaires comme Move, qui est la dernière licorne africaine. Donc, Move permet à des livreurs, par exemple. À des chauffeurs VTC principalement. Chauffeurs VTC. Move, ouais. Mais je crois aussi livreurs de repas, de plats, non ? Je pense. Non, plutôt VTC. Plutôt VTC. Il me semble que c'est plutôt Zumo qui permet du coup de financer les véhicules. Exactement, c'est ça, de financer des véhicules. Et donc là, potentiellement, tu peux avoir des marketplaces qui sont clientes. C'est ça. Sur le business model, comment ça fonctionne ? Donc, tu disais c'est au volume, donc c'est un volume de data et donc un prix par volume de data qui est échangé. Comment ça fonctionne ?
Ça dépend du volume du client. Forcément, il y a différents paliers. C'est-à-dire que si un client nous apporte énormément de volume, on met des paliers, on va dire, assez dégressifs. Maintenant, on va dire que le socle commun, c'est un minimum d'engagement par mois qui dépend de la taille du client. Donc, même si on se concentre principalement sur l'entreprise, notre API est toujours ouverte à des startups parce qu'on a été une startup et on sait très bien que si on engage le prochain Revolut, en fait, on va gagner. Donc, on offre un accompagnement qui est aussi très bon pour pouvoir aider les startups à se lancer sur notre infrastructure avec un minimum du coup d'engagement par mois et un business qui est au volume. Alors, soit notre client veut faire une vérification par utilisateur, et dans ce cas-là, tu payes à la vérification. Soit notre client veut avoir accès à des données plutôt continues, et ça dépend du type de plateforme. Vérification, ça veut dire j'ai une personne spécifique, potentiellement elle a déjà de l'information sur la personne, et elle veut plus d'informations, elle passe par toi. Elle va fournir le lien Rolly à cette personne pour que cette personne puisse connecter ses comptes, ses sources de revenus, et on va lui fournir l'information. Donc en fait, nous, on n'est pas... Et c'est quoi un ordre de grandeur de pricing pour une vérification ? Ça dépend de la géographie. Dans les marchés émergents, tu peux avoir une vérification qui est aussi entre 30 centimes et 50 centimes sur du crédit à la consommation. Maintenant, on a aussi des clients qui nous utilisent sur le crédit immobilier. Et dans ce cas-là, ça peut aller de 5 à 10 euros dans des marchés français ou britanniques. Et on va dire que le crédit à la consommation dans des marchés en Europe est 2 à 3 fois plus cher, en tout cas la vérification, que dans les marchés émergents. Mais ça, c'est aussi parce que la taille du crédit est plus élevée. Ouais. Donc en fait, tu vas chercher l'information, tu l'agrèges et ensuite, c'est comme si tu produisais de l'énergie ou de la data ou de l'information. Finalement, tu es un provider de ça et tu es capable d'être payé au volume d'informations que tu envoies. J'ai un coût d'investissement qui est assez élevé, c'est-à-dire la création de ces intégrations-là, la maintenance, et ensuite... Les autres, entre guillemets, Rolly, c'est-à-dire d'autres personnes qui agrègent, pourraient être tes clients parce qu'ils ont une information qui est partielle. Toi aussi, tu as une information, tu peux pas avoir toute l'information. Est-ce que parfois, tu as des gens qui font des choses similaires à toi et qui ont envie de se connecter et qui pourraient être une source de revenus ? Alors, ça peut être des partenaires, pas vraiment des clients. Donc, et généralement, c'est notre client qui décide de nous intégrer de manière indépendante. Parce qu'en fait, il y a des cas d'usage où la donnée qu'on fournit est nécessaire et suffisante. Il y a d'autres cas d'usage où effectivement, on peut être complémentaire avec d'autres sources de données, notamment les données bancaires. Et il y a aussi d'autres cas d'usage où la donnée bancaire est unique. Donc en fait, c'est plus le client qui considère quelle donnée est nécessaire pour son cas d'usage. Et qui décide. Et qui décide et qui nous intègre. Non, parce que je me disais, tu peux avoir des situations où tu as d'autres agrégateurs, mais même en fait les crédits de bureau, je les mets dedans. Alors, et qui, dans le cadre de leur pipeline avec les clients, vont aller par exemple se connecter à Rolly pour avoir une partie de l'information qui leur manque avant de servir eux leurs clients. Alors, oui, sauf qu'en fait, sur cette partie-là, pour que ça soit en fait clair sur se connecter à Rolly, les personnes qui décident oui, tu as raison, c'est d'intégrer ces utilisateurs. Il y a uniquement les utilisateurs qui connectent leurs sources de revenus. Donc, au final, il faut toujours que la personne qui veut s'endetter se connecte à Rolly. Et donc, ça fait que oui, ce que je viens de dire ne peut pas, exactement. Ne peut pas avoir lieu. On a un lien de permission qui est basé sur le consentement de l'utilisateur, quelle que soit la situation. Et c'est ce qui fait aussi donc, un peu la force du modèle. Le client doit toujours montrer Rolly. Et la personne se connecte à travers Rolly pour donner l'information. On est complètement embarqué. On est vraiment on appelle un produit embedded, un embedded product. Donc en fait, on est embarqué dans le parcours de crédit de notre client qui est la banque, la fintech ou la marketplace. Et l'utilisateur arrive à l'étape Rolly, connecte ses comptes et continue en fait sa vie sur l'application. Vous avez levé combien au total jusqu'à aujourd'hui ? On a levé en tout un peu plus de 10 millions de dollars, avec une levée qu'on a faite récemment, on communiquera là-dessus bientôt. Donc oui, sur 4 tours de table en tout. Ok. Comment tu vois la suite ? C'est quoi les next steps pour Rolly ? Les next steps, c'est de continuer à grossir avec nos clients. Donc, je pense que je suis patient de nature, enfin quoique non, j'étais plutôt impatient avant. Mais j'ai appris à être patient, on va dire, dans le temps. Et en fait, l'évolution aussi de business d'infrastructure comme Rolly nous donne, on va dire, un peu plus de visibilité sur aujourd'hui ce qu'on peut atteindre avec nos clients et quand on peut les atteindre. Donc en fait, là, on est à un point où on a plus de prédictabilité. Donc quand j'engage un client sur un cycle de vente, maintenant, j'arrive en fait à le closer en 3 à 5 mois, alors qu'avant, c'était en 12 mois. Donc là, on a atteint en fait pas mal d'étapes qui nous donnent plus de visibilité sur ce qu'on peut atteindre dans les prochaines années, avec quel type d'investissement et quel type de boîte on a envie de devenir. On est assez excité aussi par rapport aux derniers clients qu'on a embarqués. Donc la suite, nous, on la voit en continuant à faire en sorte que le crédit soit de plus en plus accessible
cibler un maximum de personnes, à ajouter de plus en plus de sources de données qui couvrent d'autres personnes, à faire en sorte que la manière dont on consomme l'information de crédit puisse changer. Donc, il y a des choses, par exemple, moi, que je trouve complètement aberrantes toujours aujourd'hui, où ça peut être toi, ça peut être moi. Si on va demander un crédit à notre banque, en fait, on va être considéré comme risqué alors qu'on développe des choses, de l'activité. Tu as recruté des personnes, j'ai recruté des personnes, et ça, c'est assez fou. Ça m'a, enfin, une anecdote à raconter, mais c'était juste après la levée de fonds en seed. On a eu plusieurs personnes qui ont validé des périodes d'essai chez Rolly, qui ont acheté des appartements au Psahtom, tu vois, c'est génial. Et moi, j'étais parti voir ma banquière en lui disant, en fait, qu'est-ce que vous faites pour les entrepreneurs, etc. Ah non, faut attendre 3 ans, 3 bilans financiers, et puis il faut que les bilans financiers soient bons. Je lui dis, mais je suis une start-up, enfin, mes bilans financiers ne seront pas bons par nature, là, maintenant, on fait qu'investir. Et je me dis, c'est quand même fou, c'est-à-dire que tu lèves de l'argent, tu te bats, Alors que tu es salarié de ton entreprise. Oui, tu es salarié de ton entreprise, mais comme tu es un salarié dirigeant, c'est quand même risqué. C'est quand même risqué. C'est quand même risqué. Et donc, en fait, c'est des choses pour moi qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui parce que quand tu interroges 80% de la jeunesse, ils veulent être entrepreneurs ou indépendants. Et nous, on veut vraiment être un acteur central là-dedans, dans cette transformation. Donc, on est super motivés et on va continuer sur cette voie, Inch'Allah. À quoi ça ressemble Rolly dans 5 ans ? Vous faites la même chose, beaucoup plus gros. Est-ce qu'il y a des nouveaux marchés dans lesquels vous irez dans les prochaines années ? À quoi ça ressemble ? Rolly dans 5 ans, on veut que ce soit la solution qui élimine tout rejet lié à l'absence de l'information de crédit. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'une banque qui dit « j'ai pas de data sur mon utilisateur », en fait, c'est faux. N'importe quel utilisateur génère de la data quelque part aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un taux de pénétration de crédit qui est faible, il y a un taux de pénétration de smartphone qui est très élevé maintenant partout dans le monde. Donc à partir du moment où tu as un device qui génère de la data, cette data-là, tu peux toujours avoir de l'information. Tu peux toujours avoir de l'information, tu peux toujours essayer de la structurer et tu peux toujours en sortir quelque chose pour rendre le crédit plus inclusif. Et en fait, on voit une grosse transformation où des entreprises qui ne sont pas des banques vont devenir des banques. Donc ça, c'est la thèse de l'embedded finance. Et aussi, je crois que c'était A16Z, Andreessen Horowitz qui avait dit... De plus en plus de plateformes vont devenir des banques. C'est ça. Voilà, il y a une thèse qui dit que tout le monde deviendra une fintech à un moment donné. Ça, moi, il y avait déjà une blague qui disait que toutes les boîtes américaines qui réussissent deviennent des banques. Oui, c'est... Type Apple, Starbucks. Mais bien sûr. Parce que donc Starbucks, avec les cartes pour acheter du café, elle gère des dizaines de milliards de dollars. Ouais. Apple par, on va dire, Apple Pay, etc. Donc prêt à manger, enfin même ici, tu vois. Toutes les boîtes qui réussissent sont de près ou de loin un peu des banques. Oui, toute entreprise qui, à un moment donné, a une grosse base d'utilisateurs, a une relation transactionnelle avec ses utilisateurs, peut devenir une banque. Voilà. Et moi, j'y crois. Et il y a déjà plusieurs exemples que tu as cités qui fonctionnent très bien. Je pense que ça va continuer là-dedans. Et donc, s'ils deviennent des banques, elles peuvent fournir du crédit. Et ça veut dire qu'en fait, on aura des... Y compris Rolly ? Non. Enfin, il faut jamais dire non. Faut jamais dire jamais. C'est pas du tout. Mais moi, en tout cas, le vrai problème, parce que c'est un problème qui est très dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, il y a des nouvelles sources de données qui sont sur le marché. Donc en fait, on est déjà très occupé sur ce marché de l'information de crédit. À avoir la meilleure information possible. Aujourd'hui, vous avez eu combien de personnes qui ont été connectées à vous, à peu près ? Aujourd'hui, en fait, c'est la métrique qu'on utilise, c'est le nombre de comptes, parce qu'en fait, un utilisateur peut avoir plusieurs comptes et le nombre de vérifications. Donc, mais aujourd'hui, on fait plusieurs millions de calls API par jour. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des clients qui requêtent la data d'utilisateurs qu'ils ont depuis un moment, surtout sur des plateformes, on va dire assez dynamiques qui génèrent la data. Et par exemple sur le crédit, je vais vous donner un chiffre. On s'est lancé sur le marché espagnol récemment. Et on a déjà fait plus de 50 000 vérifications de crédit sur le marché espagnol avec un client bancaire. Sur de la carte de crédit. 50 000 personnes différentes, en fait. Juste sur le marché espagnol ? Juste sur le marché espagnol. D'accord. Voilà. Ok, donc c'est en centaines de milliers, le nombre de personnes, c'est sûr. Si on prend depuis le début, etc. Ouais, okay. Sauf qu'on est dans une phase qui est plutôt exponentielle maintenant. Donc, c'est pas on engage un client et on va faire beaucoup de vérifications day one, ça c'est faux. Ça peut prendre plusieurs mois, en tout cas pour un gros client acteur bancaire, parce qu'il y va petit à petit. Ensuite, il y a un gros... Ensuite, exactement. On est vraiment sur des phases exponentielles avec chaque type de client. Ok. Il y a dû y avoir un gros, et je pense qu'il y a toujours un gros travail d'infrastructure derrière pour gérer toute cette donnée-là, les interactions, les requêtes de tous les qui sont doivent être très très complexes. T'as un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en fintech ? Ça fait 5 ans que tu bosses sur la boîte, je pense. J'imagine que tu rencontres plein d'entrepreneurs qui veulent faire de la fintech ou qui s'y intéressent. C'est quoi les conseils que tu leur donnes généralement ? Moi, c'est de se passionner d'abord pour un sujet.
Moi, je pense que si après 5 ans, j'ai toujours... les énergies changent au fur et à mesure des années, mais en tout cas, je suis toujours hyper excité par ce qu'on fait. C'est parce que le problème en lui-même m'intéressait bien avant. Donc, on va dire, dans la fintech, il y a encore plein de problèmes à gérer. Le conseil, c'est que ne pas forcément aller suivre les tendances. Donc, par exemple, là, il y a des tendances au niveau des stablecoins. À chaque fois, il y a un buzzword, en fait, tous les 3 ans, où des VC ont une thèse là-dessus. Donc, les VC, s'ils ont une thèse, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'effectivement, ils ont identifié un gros marché, qu'il y a des grosses opportunités de marché. Mais aller là-dedans parce que c'est un buzzword, j'y crois pas sur le long terme. Je pense que ça peut être intéressant les premières années. Donc, c'est avant tout de se passionner sur un sujet et d'essayer de le régler de manière extrêmement simple ou de travailler là-dedans. La vraie différence, en fait, où quand on s'est lancé il y a 5 ans et maintenant, c'est que le coût de lancement d'une startup a été réduit de manière drastique. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin peut-être de plein de développeurs pour développer une infrastructure. Maintenant, il y a des manières d'automatiser. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de solutions avec l'IA. Intégrer l'IA permet en tout cas de réduire pas mal le coût d'entrée de lancement. Donc, ce qui va faire un peu la différence, c'est l'expertise. C'est-à-dire que si quelqu'un décide, si je reprends l'exemple de stablecoin, pourquoi pas devenir consultant pour une boîte qui fait du stablecoin pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, enfin la durée que quelqu'un veut, et c'est vraiment devenir un expert là-dessus pour comprendre si ça te passionne, et ensuite identifier vraiment des problèmes à régler, et pas des problèmes que quelqu'un a considérés comme réglables, parce que personne n'a la science infuse, donc il peut y avoir des thèses qui sont très... je prends le cas du métaverse, tout le monde s'est excité sur le métaverse il y a quelques années, aujourd'hui... En théorie, mais après... en théorie, c'est ça. Donc non, moi je pense avant tout la passion pour un sujet, et ensuite de contacter. Alors moi j'ai contacté, j'avais quasiment... Je pense, oui, aucune connexion en fait un peu dans l'écosystème. J'ai pu avoir via des collègues des intros. Ouais, mais ça c'est un truc, c'est un super conseil. En vrai, il faut pas hésiter à parler à plein de gens. Et s'il y en a 1 sur 10 qui répond, mais la plupart répondent. Hein. Enfin, et moi, la plupart des gens répondent. Moi, je réponds, mais et c'est très. Non, mais même si t'en as très peu qui répondent, c'est toujours utile. C'est toujours Parce utile. Parce que le premier, peut-être qu'il va te présenter quelqu'un, et l'autre va te présenter un autre. Et en fait, au final, tu vas rencontrer des gens qui vont te. Donc, parler aux gens, c'est quand même un gros. Non, c'est ça. Point important. L'exemple qui me vient en tête, c'est j'avais parlé tôt à Louis Chatriot, le CEO d'Alma, une grosse boîte de Buy Now Pay Later. C'était juste après leur série B, ils avaient fait une grosse série B, donc tu peux te dire le fondateur très occupé, etc. Donc oui, il est occupé. Sauf qu'il a été dans ta situation quelques années avant. Il voit si tu as la bonne manière d'approcher le problème, de lui écrire. Oui, si tu es assez attractif dans ta manière en fait, d'écrire à la personne, il va prendre 10-15 minutes. Ouais. Et ces 15 minutes, elles m'ont été ultra utiles pour la suite, etc. Et la plupart des gens ont envie d'aider. La plupart des gens... Et en plus de ça, sympas, ça, au-delà du fait que les gens ont envie d'aider, en fait, mine de rien, parfois tu t'en rends pas compte, mais tu peux apporter des choses. Parce que tu peux être un partenaire, tu peux avoir une boîte qui grossit, tu peux, tu peux être recruté parfois. Exactement. Tu peux être acheté si ta boîte fonctionne. Enfin, la personne peut investir chez toi. Il y a plein de raisons aussi pour lesquelles les gens, tu leur apportes quelque chose en fait. En discutant avec eux. Donc ouais. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou quelque chose que tu conseilles ? Un livre ou un film que je conseille. Alors le livre, moi ça a été mon livre de chevet, on dit ça, livre de table de chevet. Livre de chevet pendant pas mal d'années, c'est The One Thing de Gary Keller, que j'adore, que j'ai dû relire en fait 10-20 fois. Pour simplifier en fait, c'est que on a l'impression en fait chaque jour qu'on est complètement dépassé, qu'on a 1000 choses à faire et c'est un comportement humain assez classique quand je pense on panique et on ne sait pas comment adresser des problèmes. Et en fait, c'est un livre qui à un moment donné te permet de faire pause et de comprendre qu'en fait t'as pas 1000 choses à faire, mais tu as une chose à faire. Et en faisant cette chose très bien, ça te permet en fait de rendre toutes les choses annexes tellement faciles. Donc c'est vraiment en fait c'est une sorte de mantra qui est un peu décomposé et moi je l'ai lu et relu. Comment tu l'appliques ? C'est-à-dire je te donne un exemple. Par exemple, hier, j'avais à peu près, j'ai mon associé Pierre qui est en vacances, donc je gère aussi. Il me renvoie ses mails sur la boîte mail, donc en fait on va dire que j'ai 2 fois plus d'interactions en ce moment, etc. Et hier, je me suis réveillé et j'ai eu peut-être une vingtaine d'emails de clients. Il faut gérer ça, il faut gérer ça, etc. En fait, je me suis posé, je me suis dit, c'est quoi pour toi un mois d'août qui est complètement réussi ? On va rester juste à l'unité du mois. Si on est au 31 août, tchallah, en fait, à quel moment tu vas considérer que tu as réussi ton mois ? What success looks like. Exactement. Et je me suis dit, à la fin du mois, je me suis dit, en fait,
il y a tout ce que j'ai à faire est important et je vais le faire. Mais il y a cette chose-là qui est très clairement au-dessus des autres, très clairement prioritaire et qui va me prendre de l'énergie et dans laquelle je dois d'abord me concentrer, mettre toute mon énergie le matin là-dessus. Et quand j'aurai terminé cette chose-là et je l'ai faite du mieux que je peux, ben en fait, l'après-midi, je vais le faire. Et c'est un peu, il y a un autre bouquin qui s'appelle The Deep Work, qui te dit, bah, en fait, effectivement, vaut mieux ton énergie, généralement, l'énergie des gens, c'est plutôt le matin. Concentre-toi sur quelque chose de deep le matin et fais quelque chose d'assez shallow l'après-midi. Et donc là, c'était ça. Donc, tu vois, j'aurais pu me réveiller en me disant, oh, la journée, elle va être longue et je vais switcher d'une tasse. Non, en fait, the one thing, c'est concentre-toi d'abord sur une chose. Il y a toujours une seule chose qui est au-dessus des autres et fais en sorte que cette chose-là va rendre tout le reste pas très utile ou en tout cas... Donc dans ton organisation, c'est souvent le matin de te concentrer sur quelque chose ? Moi, c'est surtout c'est de préparer le matin la veille. Moi, j'aime bien en fait la veille au soir me dire ok, bon bah demain, déjà je fais le bilan de la journée et il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme je voulais, il y a des choses qui m'ont frustré, il y a des choses qui au contraire m'ont rendu heureux. Tu fais comment ? Tu réfléchis, t'écris le bilan ? J'écris, ouais. J'écris et... Donc tous les soirs, t'écris quelque chose. Ouais, ça pour le coup, c'est très... J'adore ça. C'est génial. Et je trouve que c'est très important. Tu fais un bilan sur ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, et tu finis par dire ce que tu vas faire le lendemain ? En fait, j'update la même page Notion, pour te dire. D'accord. Qui ne s'accumule jamais. Qui est toujours, en fait, c'est des objectifs. Et comment ça qui s'accumule jamais ? Qui s'accumule jamais, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai des objectifs. Donc les objectifs, ils sont là. Ah, c'est-à-dire que tu la supprimes. Et en fait, je supprime. Tu mets juste. Okay. Je mets à jour. Je mets à jour parce qu'en fait, c'est une continuité. C'est-ce qui m'a frustré, c'est par rapport à un objectif. Et je me dis, bon, bah, en fait, là, j'ai ce prospect, je pensais que j'allais signer aujourd'hui. Bon, bah, il y a une personne qui est rentrée, qui est un peu moins chaude. Donc maintenant, il faut que je regarde comment convaincre cette personne. Et donc, en fait, la chose. Et comment elle est structurée, la page ? Tu mets quoi ? En bullet point. Donc, non, mais c'est des objectifs, c'est ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. C'est une sorte de to-do. Donc, en fait, c'est des petits checkbox. Okay. Chaque checkbox, en fait, est un objectif. Ensuite, tu as des bullet points en dessous de chaque checkbox pour me dire c'est quoi les prochaines actions que je dois faire. Okay. Et c'est ces actions-là que j'update. Donc, en fait, la page ne s'accumule jamais. C'est pas Et donc, les objectifs, et forcément, ils restent d'un jour ou l'autre, sauf certains que tu as vraiment finalisés, sinon ils restent. Et donc, tu updates les bullet points. Exactement, j'update les bullet points à faire. Je les update complètement. C'est une sorte de to-do en fait que tu updates tous les jours. Ouais. Et ce qui fait que c'est très clair pour toi le lendemain matin quel est le one thing sur lequel tu vas te focus. Exactement. Je sais que de toute façon, parfois il y a juste une seule chose à faire. Si tu la fais bien, ta journée elle est réussie. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de trucs de 996. Les entrepreneurs aujourd'hui doivent travailler 9 heures par jour pendant... Moi, ça m'est arrivé de bosser de 8h à 23h pendant des semaines. En fait, il n'y a pas de règle là-dessus. Parfois, tu peux juste bosser 2 heures et en fait avoir beaucoup plus d'impact que si tu as bossé. Donc pour moi... Si tu as les idées claires... Si tu as les idées claires, c'est ça. Et donc en fait, c'est vraiment... Et comme tu es tous les jours, et ça c'est une réalité, tu as énormément d'interactions et énormément de... Donc ça peut être des interactions externes, internes, ça peut être un petit truc d'admin qui vient et qui te casse ta dynamique sur une réflexion, sur un sujet. Donc en fait, tu dois être constamment en train de te réorganiser l'esprit. Et ça, je l'ai appris par le temps parce que, à un moment donné, je me suis dit, mais t'es débordé, t'es fatigué, stressé. Ouais. En fait, ça n'a pas marché ça sur le long terme. Donc, et peut-être qu'en fait, tu veux bien faire, mais en fait, vouloir bien faire, c'est pas faire bien les choses. C'est complètement différent. Faire bien les choses, c'est juste te dire, bon, en fait, j'ai pas 10 000 choses à faire. J'en ai une. Ça peut être, je dois lever des fonds. Bon, en fait, il n'y a rien. Quand tu es CEO, si tu dois lever des fonds, il n'y a rien de plus important que lever des fonds. Parce que lever des fonds, ça veut dire que ta boîte va continuer à exister. Donc il faut que une grande partie de ton temps le plus qualitatif, tu le mets dans ça. Quoi. Tu le mets dans ça, tu le fais bien. Tu fais pas les choses, tu dis ah non mais j'ai pas le temps de lever des fonds parce que j'ai ce client. Ce client, arrange-toi pour lui fournir la meilleure expérience, la même que toi, parce qu'il faut que tu fasses confiance aussi aux autres personnes. Et même s'il est important, il va comprendre. Genre ton client, il veut que ta boîte continue aussi à lui fournir le meilleur service. Et donc, c'est vraiment réorganiser, se dire, j'ai pas 36 000 choses à faire, j'en ai quelques-unes, il faut que je les fasse du mieux que je peux. Super clair. Écoute, Ali, merci beaucoup. Merci à toi. C'est super cool de discuter avec toi. Je pense qu'on a fait un bon tour de la boîte. Comme on disait au début, assez complexe, mais en même temps, un problème que tout le monde connaît, c'est-à-dire comment on peut avoir accès à la dette, en fait. Et le fait que l'information existe de plus en plus. Donc, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'était trop cool de te recevoir.
Bah écoute, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.